L'éducateur, le parent, doit aussi être en prise avec lui-même et savoir où lui il se pose, comment est-ce que lui il est perçu, comment lui se perçoit. Nous avons décidé de donner la parole à une psychologue bien connue si vous habitez Jérusalem. Elle s'appelle Maggie Rothenberg. Je crois qu'elle est en ligne. Maggie, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir ce matin parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser avec la recrudescence des contagions dans les écoles. Eh bien, on voudrait savoir, puisque les parents s'interrogent parfois sur le fait de mettre ou non leurs enfants à l'école, ceux qui ont le choix, bien sûr, et les autres qui travaillent et qui, eux, peuvent être amenés à culpabiliser parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Comment gérer cette ambivalence, Maggie Rothenberg? Effectivement, une question et pas des moindres. Effectivement, il y a beaucoup de poids qui pèsent sur les parents. Les parents sont inquiets. On nous avait prévenus. Bon, alors, c'était facile à dire plus qu'à le faire, qu'il y aurait une autre vague peut-être, etc. Et qu'on devrait prendre des précautions nécessaires. Mais c'est vrai que le poids repose sur les parents. Il y a une inquiétude, un sentiment de culpabilité, plutôt d'ailleurs d'ambivalence. Est-ce que je l'envoie à l'école? Est-ce que je l'envoie pas à l'école? À Jérusalem, le problème est plus critique, plus aigu que dans d'autres villes. Il y a d'autres villes où ça se passe sans aucun problème, sans accroc. Mais en Israël, à Jérusalem, il y a eu quand même une résurgence un peu des contagions à Tel Aviv. Alors, je crois que voilà, on ne sait pas encore. Oui, c'est encore très pointé dans certains endroits, et on n'a pas eu encore le phénomène de contagion dans tout le pays. Mais il y a aussi, la chance que, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, que l'année touche à sa fin. Et que nous sommes au mois de juin, presque mi-juin. Donc, effectivement, effectivement, c'est très difficile de prendre des mesures ad hoc immédiatement. Mais la véritable question, le véritable enjeu se poserait vraiment même pour la rentrée, quoi. Qu'est-ce qu'on fait en septembre? Alors, on va en parler justement, mais plus précisément pour les parents qui culpabilisent, puisque vous devez en voir certainement dans votre cabinet. Est-ce qu'on peut leur donner quelques raisons de déstresser, on va dire? De déstresser, de déculpabiliser. Ah, ok. Bien, d'abord, ceux qui peuvent le garder, parce que pas tout le monde peut le garder, et donc il y a des gens qui sont encore plus ennuyés, parce que pas tout le monde peut garder les jeunes enfants à la maison, parce que les gens travaillent. Et alors, le fait de déstresser, c'est d'abord de savoir qu'on est les parents et qu'on sait ce qui est bon pour nos enfants, et qu'il va falloir aussi écouter cette voix qui nous dit ce qu'il faut faire. Je pense que écouter ce dialogue intérieur nous permet aussi d'être dans une sorte de liberté intérieure où on s'arrête, on se pose, on voit où on se trouve, et même si c'est pour observer une fragilité, le fait de l'identifier est extrêmement important. On peut pas passer outre nos perceptions et nos pensées et nos sentiments. Impossible. Il faut s'écouter. Oui, il y a quelque chose, oui, on est obligé. L'éducateur, le parent, doit aussi être en prise avec lui-même et savoir où lui il se pose, comment est-ce que lui il est perçu, comment lui se perçoit. C'est toujours à c'est toujours à plusieurs niveaux. C'est jamais je m'écoute et je me fiche du monde, mais non, je suis aussi un être qui doit s'adapter. Donc je m'écoute, j'écoute le monde, je vois comment je suis perçue, je vois comment, et donc je me brode, je me structure un discours. Ok? Et le discours se situe très souvent dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement ce que moi je pense, il n'est pas seulement ce que l'autre pense, et il est en fonction il est régulé par le principe de réalité, par ce qui se passe dans la réalité, et par là où moi je suis.
Donc alors justement, ça tombe bien que vous parliez de ce sujet parce que il faut dire qu'il y a des familles qui sont confrontées à des situations complexes. Par exemple, je vous donne le cas d'une famille. Il y en a beaucoup qui ont des enfants qui sont scolarisés dans des établissements qui ont fermé parce qu'il y a eu des cas de coronavirus, notamment à Jérusalem. Et par contre, leurs autres enfants plus petits dans les écoles primaires, eux, continuent d'aller à l'école. Donc c'est un peu compliqué dans le rythme de la maison, ça change un peu ça change les rythmes scolaires. Et par ailleurs, ça c'est pour les familles et pour les directeurs d'école, ils doivent gérer une équipe qui parfois travaille dans plusieurs établissements, dont des établissements qui ont fermé, et donc ça met un peu en danger leur école parce que si ces professeurs-là sont mis en isolement, eh bien tout est un peu chamboulé. Il y a les directeurs doivent s'adapter chaque jour. C'est pas facile. Est-ce que vous avez été en contact avec ces professionnels? Eh ben, un peu de tout. Oui, effectivement. Ce que vous décrivez est complètement réel. Oui, il y a eu, j'allais dire, je vais me servir d'un terme israélien, il y a eu beaucoup de balagan. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de grande vulnérabilité, de fragilité, et puis qui nous demande de faire preuve d'une grande adaptativité. C'est-à-dire qu'on doit être extrêmement adaptatif, on doit s'adapter. Et effectivement, alors pour cet enfant on peut pas, mais l'autre on peut évidemment. Et puis en plus il faut se rendre des comptes au boss, au travail. Donc faut travailler à des heures qui n'en sont pas. Et oui, ça c'est extrêmement difficile. Il y a vraiment une souffrance. C'est douloureux, c'est contraignant pour les parents. Et je pense que ça met vraiment en exergue notre fragilité. Mmh. Bon, alors écoutez, j'espère qu'on va mettre à profit ces conseils. Maintenant, une autre question, parce que vous avez parlé justement du fait qu'on est quasiment à la fin de l'année. Alors, évidemment, se pose la question de la rentrée. Est-ce qu'on va, d'après vous, et est-ce qu'il est bon pour les enfants de continuer l'enseignement en Zoom à distance? Est-ce qu'ils ne vont pas, on va dire, créer, ou en tout cas avoir un manque de cette relation constructrice entre le professeur et les élèves? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Eh bien, je pense que même s'il est un peu trop pour évoquer maintenant l'émergence d'un nouveau modèle d'organisation qui va durer dans le temps, je pense il est assez logique de penser à des stratégies d'apprentissage qui seront fondées sur un système un peu complexifié, qui intégrerait par exemple le Zoom, d'autres moyens d'approche, qu'elles soient techniques ou pas. Par exemple, moi je me souviens que lorsque Ofek Radash avait commencé, c'était une réforme du système scolaire, c'était il y a à peu près 10 ans. On est passé à beaucoup moins, par exemple, d'enseignement frontal, il y a beaucoup plus d'heures en groupe, d'heures individuelles. Le Zoom, par exemple, a été mis en place au pied levé. Et je pense qu'on pourrait vraiment même l'intégrer de manière régulée. Alors justement, Maggie Rothenberg, vous qui voyez beaucoup d'enfants aussi dans votre cabinet, les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, est-ce que c'est pas un peu plus compliqué pour eux le Zoom, ou est-ce que il se trouverait que ça peut être bénéfique pour eux? Eh bien, là aussi, on voit un peu du tout. C'est ça qui est curieux. Il y a le Zoom, vous savez qu'il est enregistré. La plupart du temps, ce sont des cours qui sont enregistrés. Donc, j'ai vu des enfants témoigner. Ils m'ont dit, alors si c'est enregistré, j'écoute moyennement et puis après je réécouterai. Et je sais pas du tout s'ils vont réécouter, mais c'est quelque chose qui est aussi rassurant pour l'enfant, de savoir que quelque chose est pérenne et dur. Mais effectivement, il y a des enfants qui ont des problèmes de concentration, et alors là, c'est aussi très, très, très difficile. Et encore une fois, le poids retombe très souvent sur les parents. Sur les parents qui doivent un peu fliquer, être extrêmement rigoureux, les réveiller. Et ça, c'est pas du tout évident. Il faut vraiment manager ça. Et je pense que les parents vont devoir je pense pas qu'ils doivent
revoir leur principe éducatif, mais je pense que... Revoir leur rythme, le rythme de la maison, ça c'est clair. Oui, oui, complètement. Et je pense que ça vaudrait... je pense que ça va amener à des discussions sur ce que c'est que... Comment est-ce qu'on... j'allais dire, penser une nouvelle même parentalité scolaire. C'est pas toujours la même chose. Bon, les principes fondateurs sont les principes, hein. Amener les enfants à être plus autonomes, responsables, tout ça ça reste. Ah oui, ça reste, ça bouge pas. Mais c'est vrai que il va falloir. J'ai entendu hier qu'il y avait une proposition de loi pour que les parents travaillent une fois par semaine de la maison. Alors, je sais qu'il y en avait qui étaient très contents, mais j'ai entendu aussi, c'était aux informations, hein, c'était hier à la télé, où ils disaient, mais ça va être la catastrophe, quoi. On n'arrête pas de charger nos épaules et puis on peut pas, quoi. C'est extrêmement difficile. Et donc, je pense qu'il va falloir remanier tout ça, complexifier, sans pour autant que la charge pèse toujours sur les parents. Donc, je pense que l'école va devoir mettre en place une structure qui va être beaucoup plus complexe et beaucoup plus un modèle. Je vais devoir changer de modèle quelque part. Le Zoom, on le connaissait pas il y a quelques mois. Maintenant, on n'en compte pas que ça. Hein. C'est sûr. Donc voilà, on espère que voilà, les parents ne seront pas les dindons de la farce, comme on dit en français. Merci beaucoup, Maggie Rothenberg, pour vos éclaircissements, et on vous retrouvera probablement dans une prochaine émission. À bientôt, Maggie. Merci beaucoup, Cathy. De rien. À bientôt.